Quand la porte de la chambre 237 s'est ouverte toute seule, à 3h33 du matin, j'aurais dû fuir. Et l'odeur, cette odeur de chair pourrie mêlée à un encens doux, m'a attiré à l'intérieur comme un hameçon dans la gorge. Et puis j'ai vu, il y avait quelqu'un allongé dans mon lit, quelqu'un qui n'y était pas quand j'ai éteint la lumière. Je n'ai jamais cru aux histoires d'horreur. J'ai toujours pensé que la peur était l'affaire des faibles, de ceux qui inventaient des monstres pour justifier leur lâcheté. Mais c'était avant de passer 5 nuits à l'hostel Blackwood, à la frontière entre la Roumanie et la Hongrie, avant de découvrir que certaines portes devaient rester fermées à jamais. C'était en octobre quand je suis arrivé. Le brouillard collait à la peau comme une seconde couche de vêtements humides et froids. L'hostel était une grande maison victorienne délabrée, avec des fenêtres trop hautes et un jardin où rien ne poussait hormis des mauvaises herbes noires. La réceptionniste était une femme d'une 60aine d'années, aux yeux si creux qu'ils ressemblaient à 2 cratères vides. Elle n'a pas souri en me tendant la clé. Elle a seulement dit, avec un accent chargé, « N'accepte pas d'invitation après minuit. » Et jamais, au grand jamais, n'ouvre la porte de la chambre 237. J'ai ri. Bien sûr que j'ai ri. Ça ressemblait à une scène de film de série B, mais elle n'a pas ri avec moi. Ses doigts osseux ont serré mon poignet avec force, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Je suis sérieuse, jeune fille. Il y a des choses ici qui n'appartiennent pas au monde des vivants. Ma chambre était la 14, au 2e étage. Le couloir était étroit, éclairé par des ampoules faibles qui clignotaient à intervalles irréguliers. Le papier peint avait un motif floral qui semblait bouger quand on ne le regardait pas directement. Et l'odeur, mon Dieu, cette odeur, comme si quelque chose était mort dans les murs et que personne n'avait pris la peine de l'enlever. La première nuit, j'ai entendu les pas, lents, traînants, venant du couloir. Aller et retour, toujours au même rythme. À 3h33 du matin, ils se sont arrêtés pile devant ma porte. J'ai retenu mon souffle, couverte jusqu'au cou, sentant mon cœur cogner si fort que je croyais qu'il allait exploser. Mais rien ne s'est passé. Après quelques minutes interminables, les pas ont repris, s'éloignant dans la direction opposée. Au petit déjeuner, j'ai rencontré les autres clients. Il y avait un couple français qui se disputait à voix basse, un routard australien aux cernes profonds et une fille japonaise qui ne parlait à personne, ne faisant que griffonner furieusement dans un carnet. J'ai demandé pour les pas nocturnes. L'Australien m'a regardé comme si je venais de signer mon arrêt de mort. « Tu as entendu les pas? Alors tu es déjà marqué » a-t-il dit d'une voix tremblante. Nous les avons tous entendus la première nuit. Et nous avons tous essayé de partir, mais nous n'avons pas pu. C'est comme si quelque chose nous retenait ici. Je voulais rire encore, mais je n'ai pas pu. Parce qu'au fond, je le savais déjà. J'avais essayé de sortir plus tôt, juste après le petit déjeuner. Mais arrivé à la porte principale, mon corps s'est simplement bloqué. Mes jambes n'obéissaient plus, comme si des racines invisibles avaient poussé de mes pieds, me clouant au sol. La deuxième nuit, l'atmosphère a changé. L'air est devenu plus lourd, presque solide, comme si l'hostel lui-même respirait. Les ampoules du couloir clignotaient plus souvent, créant des ombres qui dansaient sur les murs d'une manière qui défiait toute logique. Et le silence. Le silence était pire que n'importe quel bruit. Un silence vivant, pulsant, qui pressait les tympans jusqu'à la douleur. À 23h47, on a frappé à ma porte. 3 coups secs, méthodiques. Je me suis figé dans le lit, le livre que je faisais semblant de lire, glissant de mes doigts tremblants. Qui est-ce? Ma voix est sortie comme un murmure étranglé. Personne n'a répondu, mais les coups ont repris. 3 fois, puis silence, puis 3 de plus. Je me suis traîné jusqu'à la porte, chaque pas une éternité. J'ai regardé par le Judas et mon estomac s'est retourné. De l'autre côté se tenait la fille japonaise, mais quelque chose n'allait pas du tout. Son visage était tourné à un angle impossible, le cou tordu comme un torchon. Ses yeux, complètement noirs, sans iris ni pupille, se fixaient droit sur le Judas, comme si elle pouvait me voir à travers. Sa bouche s'est ouverte,
disloquant la mâchoire dans un mouvement grotesque, et elle a murmuré « Viens jouer avec nous dans la 237 ». J'ai reculé, trébuchant sur ma propre ombre, et je suis tombé par terre. Mon cœur battait si vite que je pouvais goûter le sang dans ma bouche. Les coups ont cessé. Le couloir est retombé dans le silence. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis restée assise dans le coin de la chambre, serrant mes genoux, observant la porte comme si elle allait s'ouvrir à tout moment. Le lendemain matin, la fille japonaise n'est pas apparue au petit déjeuner. Personne n'a mentionné son nom. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Quand j'ai demandé pour elle, le Français m'a regardé avec une expression vide, confuse. « De quelle fille ? Il n'y a que nous 4 ici », a dit la femme en me désignant, eux et l'Australien. J'ai voulu crier, les secouer tous pour les forcer à se souvenir. Mais la vérité s'infiltrait déjà dans mes os comme du poison. L'hostel me rendait folle. Ou peut-être l'avait-il déjà fait. J'ai décidé d'enquêter. Il devait y avoir une explication logique. J'ai attendu midi quand la réceptionniste est partie déjeuner et je suis descendu à la cave où se trouvaient des archives. L'escalier grinçait sous mes pieds, chaque marche gémissant comme si elle agonisait. La cave était humide et froide, avec des murs en pierre couverts de moisissures vert foncé. Les boîtes d'archives étaient empilées sans ordre, poussiéreuses, comme si personne ne les avait touchées depuis des décennies. J'ai trouvé de vieux registres et des pages de clients qui avaient séjourné dans la chambre 237. Et tous, sans exception, avaient la même annotation à côté du nom, disparu ou décédé dans l'établissement. Les dates remontaient à 1923, des dizaines de noms, des dizaines de morts, et puis je l'ai vu, mon propre nom, écrit à l'encre fraîche sur la dernière page. Date d'entrée, 3 jours plus tôt, date de sortie, en blanc. Mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber le dossier. Les pages se sont éparpillées sur le sol, et c'est là que j'ai vu la photo. Une vieille polaroid, jaunâtre avec le temps. C'était la chambre 237, et dedans, entassés comme des poupées cassées, se trouvaient tous les clients disparus. Leurs yeux vides, noirs, regardant droit dans l'objectif. Et au centre, souriante, se tenait la réceptionniste. Sauf que sur la photo, elle avait une trentaine d'années et la date au verso indiquait 1923. Je suis remonté en courant de la cave, trébuchant sur mes propres pieds, la terreur me consumant de l'intérieur comme de l'acide. Il fallait que je sorte, que je fuis cet endroit maudit avant qu'il ne soit trop tard. Mais arrivé dans le hall principal, la porte d'entrée était fermée, pas à clé, scellée, comme si on l'avait soudée dans la structure du mur. J'ai cogné, crié, donné des coups de pied jusqu'à ce que mes poings saignent. Rien. L'hostel m'avait avalé entière. « Tu ne peux pas partir », a dit une voix derrière moi. C'était l'Australien, mais sa voix sonnait différemment, déformée, comme si plusieurs voix parlaient en même temps à travers lui. Aucun de nous ne peut. Nous avons été choisis dès l'instant où nous avons franchi la porte. Je me suis retourné lentement. Il se tenait au milieu du couloir, avec le couple français. Tous avaient ses yeux, noirs, vides, morts. Ils ont commencé à marcher vers moi, les mouvements raides, mécaniques, comme des marionnettes tirées par des fils invisibles. « Il est temps que tu rencontres la chambre 237, ont-ils dit à l'unisson. Elle t'attend. » J'ai couru comme jamais dans ma vie, montant les escaliers en trébuchant, le cœur explosant dans la poitrine. Je pouvais entendre leurs pas derrière moi, ce traînement lent et méthodique que j'entendais toutes les nuits. J'ai atteint le 2e étage et le couloir s'est étiré devant moi. Impossible, interminable. Les portes des chambres se multipliaient, des centaines, toutes identiques. Toutes, sauf une. La chambre 237 brillait au bout du couloir comme une plaie ouverte. La porte était entr'ouverte. Et de cette fente s'échappait une lumière jaunâtre, malsaine, qui pulsait comme des battements de cœur. L'odeur était insupportable maintenant. Chair, putride, sang coagulé, et par-dessous tout ça, quelque chose de doux et écœurant qui me retournait l'estomac. Je savais que je ne devais pas entrer. Chaque fibre de mon être hurlait de ne pas franchir cette porte. Mais mes pieds bougeaient seuls, tirés par une force que je ne pouvais pas contrôler. La porte s'est ouverte complètement quand je me suis approché, grinçant comme des os qui se brisent. L'intérieur était impossible. La chambre était bien plus grande qu'elle n'aurait dû l'être.
une vaste salle couverte de symboles gravés au sol et au mur. Des symboles qui faisaient mal à regarder, qui tordaient mon esprit en essayant de les comprendre. Au centre, il y avait un cercle, et dedans, allongés dans des positions grotesques, se trouvaient tous les clients disparus, leurs corps momifiés, préservés par quelque chose qui n'était pas naturel. Et tous, même morts, avaient les yeux ouverts, ces yeux noirs et vides qui m'observaient. Mais le pire n'était pas eux. Le pire était ce qui se trouvait au fond de la chambre. Une présence, quelque chose d'ancien, qui existait avant même que l'humanité ait un nom, sans forme définie. Ombre et lumière en même temps, le vide qui dévore les étoiles, le silence entre les battements de cœur. Et elle a parlé, pas avec une voix, mais directement dans ma tête, défaisant chacune de mes pensées. Tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Cet endroit se nourrit. Il se nourrit de peur, de désespoir, d'âme qui ose franchir son seuil. Et maintenant, tu lui appartiens, pour toujours. J'ai senti mon corps commencer à durcir, la peau se desséchant, les muscles se contractant. Je devenais comme eux, une pièce de plus dans la collection macabre. Une paire d'yeux vides de plus, observant la prochaine victime. J'ai essayé de crier, mais ma gorge n'obéissait plus. L'obscurité a commencé à envahir ma vision, et la dernière chose que j'ai vue fut la réceptionniste entrant dans la chambre, souriant ce sourire qui avait plus de 100 ans, tenant un appareil photo Polaroid. Ils m'ont retrouvé 3 jours plus tard, ou du moins c'est ce que disent les registres, vivante, inconsciente dans la chambre 14, marmonnant des choses incohérentes sur des ombres et des yeux noirs. On m'a emmené à l'hôpital, diagnostiqué épuisement extrême et hallucination due à une intoxication au monoxyde de carbone. L'hostel a été fermé, condamné. Ils ont dit que c'était un accident, une fuite dans l'ancien système de chauffage. Mais je sais la vérité. Parce que encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, quand je ferme les yeux, je suis toujours allongé dans ce cercle dans la chambre 237. Je sens encore ma peau se dessécher, mes yeux s'assombrir, et toutes les nuits, à 3h33 du matin, je me réveille paralysé, incapable de bouger, et je vois la réceptionniste au pied de mon lit prenant une autre photo. Parce que la vérité, c'est que je ne suis jamais parti. Mon corps est peut-être ici, vivant une vie qui semble réelle. Mais mon âme est toujours prisonnière de cette chambre, nourrissant la chose qui vit dans les ombres. Et chaque personne à qui je raconte cette histoire, chaque personne qui recherche l'hostel Blackwood pour prouver que c'est un mensonge, est une offrande de plus. Tu crois vraiment que c'est juste une histoire? Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as senti ton cœur s'accélérer, si tu as regardé par-dessus ton épaule en écoutant, alors les ombres t'ont déjà vu. Laisse un like si tu as eu le courage d'aller jusqu'au bout. Abonne-toi à la chaîne, car l'horreur ne dort jamais, et j'ai bien d'autres histoires qui ne devraient pas être racontées. Et dans les commentaires, dis-moi, de quelle ville, de quel pays regardes-tu ça? Je veux savoir jusqu'où les ombres et les cauchemars peuvent t'atteindre, jusqu'où l'horreur peut te trouver. Dors bien, si tu peux. Me diga do que você tem medo.